Je suis autodidacte et mon expertise est basée sur ce que j'ai appris sur le terrain en pratiquant. Il y a 7 ans, j'ai commencé. Mon mari est mort pour plein de mauvaises raisons. Après une chirurgie à l'hôpital qui a eu du succès, 8 jours plus tard, il était mort. C'est pas ça dont je veux parler aujourd'hui, mais c'est la porte qui s'est ouverte devant moi et mon modèle de ce qu'étaient les soins de santé ne s'agençait pas du tout à ce que je vivais. Alors, c'était un peu... c'était pas très bon pour les professionnels de la santé qui étaient complètement dévastés par cette mort et qui n'auraient pas dû survenir. Et j'ai dédié ma vie pour améliorer les conditions de pratique des soins de santé parce que j'ai cette croyance au fond de moi-même que si on créait un environnement propice et un environnement plaisant pour ceux qui choisissent les soins de santé comme carrière, bien les patients s'en porteront mieux et c'est la meilleure chose qu'on peut faire selon moi. Alors, on m'a souvent demandé de parler de leadership patient et d'engagement et je vais vraiment prendre un peu de recul parce que je viens du vrai monde et je suis maintenant dans votre monde et je veux parler de culture, je veux parler de contexte dans lequel on travaille. Plus tard aujourd'hui, on va entendre parler d'exemples merveilleux d'engagement patient. Et je ne parlerai pas de ça, d'autres vont le faire, mais je veux parler de différents niveaux de contexte d'engagement patient. Et si vous venez de cette sphère d'activité au niveau de la culture macro et au niveau méso, c'est au niveau de connexion et au niveau micro, c'est des relations de confiance, des relations réciproques de confiance. Et je pense que c'est fondamentalement la question principale des soins de santé, selon moi. Alors, au début, pendant des milliers et des milliers d'années, c'est ce qu'avait l'air la médecine. C'était du dommage qu'on faisait à notre corps et on avait un expert qui venait et qui réparait les dommages. Et je ne sais pas exactement quand cette peinture a été faite. On dirait que ça vient de la Hollande, mais il y a des aspects très intéressants. Ça a l'air assez sceptique. On dirait que les procédures antiseptiques n'existent pas. Il y a un chat à côté, là, et sur la porte, il y a un hibou. Alors, il y a beaucoup de symbolisme. Je suis pas sûr de tout saisir, mais l'hibou est souvent associé à la mort. Et à l'extérieur, on dirait qu'il y a un gars qui marche avec une béquille. Et ça nous rappelle les conséquences au Moyen Âge que cet homme va peut-être avoir des problèmes majeurs ou que sa vie va finir abruptement. Et je trouve que c'est intéressant qu'il y a un observateur qui regarde ce que le professionnel médical fait. Alors, c'est réparer pour retourner la personne à sa fonction normale. Et bon, voici, dans le temps moderne, il y a eu une révolution au niveau de la médecine et vous allez remarquer que le patient a disparu. C'est une procédure et on a des experts qui mettent l'accent sur peut-être freiner le processus naturel d'une maladie, interrompre quelque chose qui est déjà en cours. Il y a eu des symptômes qui ont mené à un diagnostic, qui a mené à une décision à savoir quel genre d'intervention doit avoir lieu. Et souvent, c'est une question de prolonger la vie. Retourner à la fonction normale, oui, mais prolonger la vie, c'est vraiment une question centrale de l'évolution de la médecine. Alors, voici l'avenir et nous y sommes. Et ça, c'est la médecine moléculaire. C'est le microbiome. C'est de regarder. Il n'y a pas de patient. C'est un extrait de patient. Et il y a une séquence d'ADN et je pense que on entre dans un monde de médecine. C'est une question de prédire ce qui va arriver. C'est pas d'attendre le symptôme, c'est de regarder les chances qu'une maladie arrive et c'est de éviter les mauvaises réactions, les réactions délétères avant que ça arrive et cibler les médicaments pour les patients basés sur ce qu'on peut prédire et ce qu'on peut savoir. Donc, il n'y a pas beaucoup de relations humaines ici. Alors, je me demande, et je pense que c'est important pour nous de réfléchir à la culture de la médecine et comment ça influence les relations que l'on a et les façons d'interaction dans un cadre de soins de santé.
Alors ça, c'est le résultat que notre modèle médical vise. On a prolongé la vie et je pense que à mesure que l'on avance vers l'avenir, est-ce que c'est vraiment notre objectif? De plus en plus de gens parlent de bien-être, je pense, et je n'analyserai pas en détail ce qu'on voit dans l'image, mais je peux voir plein d'aspects. Il y a plein de bonnes pratiques ici, mais il y a aussi beaucoup d'isolement social. Et je me demande ce que ce patient, de quoi il parlerait. Quand on lui pose des questions sur son avenir et où va la vie de cette personne et où se trouve le bien-être. Est-ce qu'on a parlé du bien-être en amont dans le traitement de cette personne, dans la vie de cette personne? Alors, notre modèle médical souvent se présente aux patients comme ça. On est dans un processus standardisé, on est sur une ligne de production, il y a très peu de variations de pratiques et on utilise toujours les meilleures pratiques et on suit une ligne de production que quelqu'un a inventée ou dans laquelle on participe. Mais si on est la quatrième réparation de hanche de la semaine, ça ressemble beaucoup à la cinquième et à la sixième dans la même semaine. C'est pas une question de relation, c'est une question de processus. Au niveau des praticiens, les soins de santé ressemblent à ça. Ça peut ressembler à ça. Je dirais que c'est un des gros risques que nous voyons maintenant. On standardise et on automatise la livraison de soins de santé pour pouvoir arriver aux objectifs voulus. Ce qu'on peut compter, ce qui est quantifiable, devient la priorité. Et c'est ce qu'on fait au lieu de regarder autre chose. Alors, pour moi, c'est une recette pour le burn-out. Et quand je regarde la spécialisation et l'isolation et la fragmentation des soins de santé, je vois les coûts que ça impose sur les praticiens ainsi que sur les patients. Quand il y a un événement délétère, l'isolement peut être dévastateur et on le sait, on connaît des praticiens qui ont quitté la clinique pratique à cause de ces pressions et les gens qui se sont suicidés à cause des pressions qu'ils vivent professionnellement. Le British Medical Journal, en mai de 2013, avait quelque chose de vraiment remarquable en page couverture parce que les patients ne sont pas heureux dans ce modèle médical, clairement. Et ça fait partie de ce que Angela parlait. C'est un mouvement d'habilitation, de militance au niveau des patients. Et donc, ça, c'est le conseil éditorial de British Medical Journal, la présence d'intérêts commerciaux et ont constamment été plus importants que les intérêts des patients. Le Healthcare Industrial Complex, le complexe industriel de soins de santé, a perdu son sens moral et cette corruption dans la mission des soins de santé demande une correction urgente. Comment mieux faire ça que de demander l'aide de ceux qui sont supposés être servis par les patients plus que les cliniciens, les patients comprennent la réalité de leurs conditions, l'impact de la maladie et le traitement de cette maladie sur leur vie et comment les services peuvent être mieux élaborés pour leur venir en aide. Alors, on va commencer la révolution patient. Ça, c'était il y a 2 ans et on est encore au début de cette révolution. Voici les mots que l'on entend souvent au niveau de qui est ce patient. Qui est-ce qu'on sert? Est-ce que c'est le consommateur? C'est un mot qu'on utilise souvent en Australie. Patient interne ou patient externe, c'est comment on identifie les différentes classes de patients. Il y a le patient partenaire et c'est le langage qu'on aime utiliser aujourd'hui dans cette conférence, le résident, dépendant de où vous êtes, quelle modalité de soins de santé vous vous trouvez. Qu'en est-il des communautés, populations qui dépendent des soins de santé pour le bien-être et la personne qui vient de l'extérieur et qui n'a pas d'expertise ou de formation au niveau technique dans la médecine ou dans les soins de santé, mais qui ont des idées brillantes dans la pratique de soins de santé, l'utilisateur de systèmes, l'utilisateur
utilisateur de services. Alors, il y a beaucoup de jargon et de langage et en anglais, on n'a pas de bonne terminologie. Dans d'autres langues, j'ai pas trouvé une étiquette qui fonctionne vraiment, qui inclut tous ces rôles, mais tous ces mots et plusieurs autres. C'est vraiment de ça qu'il est question quand on parle d'engagement patient et quand on parle de partenariat patient. Moi, j'utilise la phrase le citoyen patient parce que c'est très personnalisé, c'est très de rigueur dans la société canadienne et la façon que j'aime ça de définir ça, c'est une personne qui peut ou qui peut avoir ou qui peut-être n'a pas d'expérience en soins de santé, mais qui veut avoir une influence sur comment le système de santé fonctionne et qui veut reconcevoir, refondre, réformer le système de santé pour plusieurs raisons. Et vraiment, c'est pour avoir un système qui est là quand ils en ont besoin. Mais c'est une motivation altruiste. C'est les meilleurs soins de santé pour tout le monde. Un système qui répond aux besoins de tous. Et en partie, parce que je suis un contribuable, je paye pour le système, et aussi comme citoyen, je veux vivre dans une société qui a des soins de santé qui fonctionnent bien. Alors, le citoyen patient, c'est un généraliste qui regarde des réformes au niveau systémique, et c'est le genre de travail que je fais. Je pense que c'est nécessaire, et on va parler de comment ça fonctionne tout ça. Il y a toujours de la peur dans le système. Il y a quelqu'un qui rentre dans le système et on parle de plainte et comment le système ne fonctionne pas, et c'est pas l'expérience de tout le monde. Je pense que la plupart des gens ici ont réalisé que quand on invite des gens de l'extérieur dans le système, les révélations qu'il y a tellement de choses qu'on fait pour améliorer le système déjà peut être qui peut vraiment surprendre une personne qui ne connaît pas le système. L'idée de sécurité patience, les patients ne sont pas en sécurité, mais là, après ça, c'est de regarder l'investissement de talent, de budget et de compétences pour créer un système sécuritaire. C'est une surprise pour plusieurs personnes. Alors, je pense que dans plusieurs façons, c'est l'engagement de patients, pour nous, cette peur est de moins en moins présente et de moins en moins un obstacle pour l'engagement des patients. Mais l'autre chose que je dirais autour de ça, c'est quand je regarde en bas à gauche les deux lignes, les plaintes et la gratitude, les deux fenêtres, et ce que l'on fait pas bien, c'est de prendre les suggestions, d'avoir une boîte de suggestions. Quand les patients ont eu des mauvaises expériences, ils ne veulent pas continuer la mauvaise expérience avec la confrontation et l'hostilité. Ils veulent améliorer les choses. Et c'est très clair dans les données qu'on a. Des données qu'on a, la meilleure chose pour un patient qui a vécu une tragédie ou une mauvaise expérience, c'est de voir qu'une autre famille ne vivra pas ce qu'il a vécu ou un autre patient ne vivra pas ce qu'il a vécu. Alors, quand on engage les patients, souvent on trouve que le premier bénévole, c'est la personne qui vient de cette mauvaise expérience, qui ont ces expériences. Ils veulent redonner au système et améliorer le système et accepter leur contribution et leur expertise, c'est essentiel. Pas juste pour que le système s'améliore, mais c'est aussi une question de victoire personnelle, d'aider ces gens-là qui ont eu des mauvaises expériences. C'est pas comme si le reste de la société ne parle pas de soins de santé. Tout le monde a des expériences de soins de santé ou connaît quelqu'un qui est préoccupé par ce que le système de santé représente pour eux. Et donc, on ne fait pas un bon travail à ce moment-ci pour participer à cette discussion au sens large. Il y a eu beaucoup d'études récemment au Canada autour du besoin d'un dialogue ouvert et discussion au niveau de l'avenir des soins de santé dans le pays. Je pense que plus on en fait pour engager les patients dans le système, plus l'expertise se trouve mieux dans la société. Alors, j'ai parlé à quelques personnes. Je parlais hier et on parlait du Danemark et la société de la sécurité patient parle de ces volontaires, ces bénévoles. On les appelle des ambassadeurs patients. Et ils voient que l'information va dans l'autre sens et va dans la société. Quand quelqu'un a une bonne expérience dans le soin de santé, cette expérience est partagée à leurs voisins, leurs amis, leur famille, et c'est du bouche à oreille. Et je pense que quand on parle du niveau d'ignorance ou de manque de connaissances là-dessus dans la société, plus on engage les patients, plus l'expertise et la connaissance se portera mieux dans la société. L'Internet nous a vraiment aidés avec ce partage d'informations.
réseau de soins ressemble à quelque chose comme ça. Quand on compose avec un patient dans un environnement clinique, le patient lui-même a un contexte. Il y a une famille, il y a une historique de relations et d'attitudes et d'éducation. Ils ont plusieurs personnes qui les aident avec cette expérience clinique et plusieurs personnes qui vont les appuyer. C'est le pharmacien au coin de la rue, c'est ma tante Dolly qui a eu les mêmes problèmes que moi, qui m'a parlé des procédures qu'elle a subi, et c'est mes enfants aussi. Je vais leur parler de mes expériences et leur donner des pistes et des leçons pour leur avenir. Mais c'est aussi une question de complexité du système de soins de santé. Ça peut être l'air d'une situation en diade docteur-patient, mais tout ce qui vient de l'historique clinique de ce médecin, c'est aussi une expérience du patient. Alors comprendre que nos systèmes, nos réseaux de soins sont très complexes. Quand on regarde le trajet du patient, c'est une approche réductionniste et ça ne représente pas la vraie vie. Alors, quand on s'engage avec les patients, on doit comprendre qu'ils amènent avec eux des relations dans la société qui sont beaucoup plus larges que ce qui apparaît à la surface. C'est vraiment des communautés de citoyens patients qu'on veut engager. Et plus on parle de la question intergénérationnelle, la complexité de ces relations et de ces réseaux personnels, et mieux on peut imaginer ce qu'on bâtit quand on engage les patients, quand on fait participer les patients. Au niveau professionnel, il y a des gros changements qui s'opèrent. Angela a parlé de ces changements dans les écoles de médecine. Ça, c'est l'Université de British Columbia où j'ai été je suis très heureuse d'être dans la faculté et ça me donne des bonnes pistes à savoir quelle est la formation et la préparation des professionnels de soins de santé. Ça, c'est du travail d'équipe. Ça, c'est plusieurs voix qui partagent. C'est de réduire la hiérarchie, c'est de respecter l'expertise de tous les individus et de regarder des approches collectives et les connaissances collectives, de la sagesse collective et de se donner l'occasion d'être expressif, de parler de préoccupations et de parler de nos expériences. Je pense que tout le monde veut le même genre de modèle. Les hiérarchies sont amenuisées et toutes les voix ont une place autour de la table où l'information est partagée. Et pour qu'on puisse faire ça, il faut qu'on invite tous les intervenants et réfléchir aux complexités de ces réseaux. C'est essentiel pour bâtir ce modèle d'engagement patient au niveau individuel ou au niveau équipe, au niveau systémique, pour l'engagement du système, pour le suivi, la gouvernance, la recherche, l'évaluation et les paramètres de mesure. Reconnaître la diversité, c'est une vraie force. Nous sommes aussi forts que notre diversité. Et quand on voit que quelque chose ne fonctionne pas, ne s'agence pas vraiment, mais on doit les inclure quand même. Ils doivent être là, ils font partie du réseau, donc il faut faire l'effort, indépendamment de comment on regarde la diversité, accepter la diversité quand on bâtit les équipes, parce que c'est ça qui nous donne de la force. J'adore ce dessin qui parle de la résilience. Alors voici les gens, les personnes qui sont flexibles, agiles et un réseau qui s'assure que le plan et le système de soins de santé fonctionne et que la livraison clinique fonctionne. Alors, à mesure que l'on regarde comment composer avec les dérangements possibles qui représentent la réalité dans les soins de santé, c'est la résilience à travers cette complexité, à travers ces réseaux de collaboration qui nous permettent de composer avec ça. Quand je regarde l'engagement patient et comment c'est élaboré, et pour moi, c'est vraiment une question de bâtir des relations. Et dans ces relations, on peut parler de ce que Eric Arnold a parlé de 4 dimensions de résilience, la capacité du système de répondre au stress qui sont présents, de faire le suivi, d'être au courant de à quel point on s'approche de la falaise, comment on peut savoir ça sans interagir avec les patients et les communautés de patients, anticipation, pouvoir voir ce qui s'en vient collectivement, comprendre quand on approche de la falaise du stress et d'apprendre quand on arrive
proche de la falaise et de tomber dans le vide et d'apprendre qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on soit rendu là. Alors, nous sommes tous des patients, Caroline, et ça vient de David Gilbert, un grand leader communautaire en Grande-Bretagne. Quels sont les patients? Qui sont les patients? Je ne peux pas vraiment l'expliquer et consciemment, je n'ai pas parlé de représentants patients. L'idée de représenter les patients dans l'engagement patient, comment est-ce que quelqu'un peut représenter quelqu'un autre que lui-même? Mais ce que je dirais cependant, c'est que un patient peut poser des questions au nom de plusieurs patients et leur perception de ce qu'est le monde des patients et poser ces questions peut être avant-coureur, catalyseur, de partager d'expériences avec d'autres. Alors, il y a beaucoup d'autres choses sur cette diapo qui sont importantes. Et c'est de reconnaître que chaque fois qu'on engage les patients, il faut regarder l'écran et les obstacles à certaines personnes. Alors, si on demande aux gens de venir et d'être bénévoles, on peut exclure les gens qui ne peuvent pas quitter leur travail ou qui ne peuvent pas payer leur propre participation. Quand on demande aux gens de venir à 3 heures l'après-midi, qui est-ce qu'on exclut? Quand on demande aux gens de venir seuls, de prendre le transport en commun, de conduire, qui est-ce qu'on exclut? Quand on demande à quelqu'un de venir 4 jeudis de suite, qui ne pourra pas faire partie de cette équipe. Alors, être au courant de la façon que l'on utilise pour recruter les gens, c'est un aspect critique. Reconnaître la diversité ou le manque de diversité que l'on a dans le système. Je vais parler de partie citoyenneté, d'être un citoyen patient. Et pour moi, et je pense que pour tout le monde en soins de santé, refléter le rôle que l'on veut que les soins de santé prennent dans notre société, c'est bénéfique, c'est utile. Les soins de santé, c'est une façon de nous connecter dans les aspects critiques et sensibles de nos vies et où on le sait comment on est relié à la société au sens large. Je pense qu'on est en plein milieu d'un changement générationnel avec beaucoup de bénévolat. C'est peut-être le dernier changement. Les baby boomers étaient toujours le centre de l'univers selon eux et ça change maintenant. On est peut-être la dernière génération qui a des fonds de pension et où on peut faire du bénévolat. C'est une population qui est motivée au niveau des changements. On a nos origines dans le féminisme, dans le mouvement des droits civils, dans l'imputabilité du gouvernement de façon qui n'a pas existé dans les générations précédentes. Il y a de l'arrogance aussi présent là-dedans, mais c'est aussi des ressources et des ressources qui peuvent aider les soins de santé, les travailleurs. Et la motivation, c'est vraiment au niveau du genre de société dans lequel on veut vivre. Une société ouverte, une société qui a un système de soins de santé bâti sur le bien-être et qui a du succès. Et faire cette transition du traitement vers le bien-être, c'est quelque chose que cette génération a prise et que on veut révolutionner ça. C'est une question de devoir civique, de patriotisme. Et il faut reconnaître ça et en tirer profit. J'ai porté plusieurs chapeaux comme citoyenne patiente et ça, c'est un exemple des différents rôles et l'introduction d'Amy en a parlé un petit peu, mais ça, c'est juste une petite partie. Il y a des défis que j'aimerais mentionner, quelques occasions et ensuite, j'aimerais avoir des questions de vous. Alors, l'occasion d'être curieux à tous les niveaux, curieux au niveau de l'expérience patient. On n'est pas obligé d'attendre un processus formel d'engagement patient. Il y a de l'apprentissage en continu et l'apprentissage, c'est de poser des questions simples et les questions peuvent être n'importe qui dans le système. Quand on regarde la planification des patients, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? Poser des questions sur les attentes du patient, quels sont leurs rêves, qu'est-ce qu'ils veulent et de la résistance au niveau des cliniciens. Les patients ne sont pas réalistes et ils ont des attentes non réalistes. Je me demande pourquoi. Est-ce qu'il y a des discussions de ça autour de début et c'est aussi une question d'identifier les valeurs et les préférences des patients? Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux pour un programme de réhabilitation en intervention pour prolonger la vie des gens et ses possibilités de plan de traitement?
Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer vos soins aujourd'hui? Quelle est la préoccupation du patient au moment présent? Comment est-ce que je peux aider? Qu'est-ce que je peux faire pour faire une différence? Qu'est-ce qui est important pour les patients? Les choses que l'on fait bien qui font une différence. Ça, c'est le début seulement de la conversation. À mesure que l'on bâtit ces relations de confiance, est-ce que c'est ça la réponse? Je dirais vraiment. Moi, je dirais non, pas vraiment. C'est le début seulement. C'est les balbutiements de l'avenir des soins de santé collaboratifs et où on s'en va. Et Angela a identifié ce que je pense qui est l'avenir. C'est pas que les patients ne sont partenaires ou qui sont impliqués dans les décisions, mais c'est eux qui mènent les soins de santé. Alors, je veux arrêter là. Je sais qu'on manque de temps et on a beaucoup de conférenciers aujourd'hui. J'aimerais maintenant entendre vos questions. Merci.